Bonjour et bienvenue pour votre émission Outre-Anouilh pour cette session parlementaire de printemps dans laquelle plusieurs grands sujets d'actualité vont être évoqués, dont notamment le plan national logement. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Madame Thomel. Nous l'avons évoqué à l'instant, de nombreux sujets seront traités lors de cette session parlementaire de printemps, dont le plan national logement. Je vous propose de regarder ensemble un sujet réalisé par Monaco Info. C'est un sujet qui a été longtemps sensible et qui intéresse de très près les Monégasques, au cœur notamment des débats lors des élections du Conseil national. Le logement en principauté, eh bien le plan national pour le logement des Monégasques vient d'être présenté à la presse ce lundi matin à la résidence du ministre d'État, en présence du prince Albert II, de Serge Tel et de Stéphane Valéry. Le logement des Monégasques représente pour moi, vous le savez, depuis très longtemps, une priorité absolue. Je suis donc particulièrement heureux de vous annoncer aujourd'hui le lancement de ce plan sur les 15 prochaines années et de voir se concrétiser ainsi l'engagement que j'ai pris. Le plan national pour le logement des Monégasques a pour objectif d'anticiper et de satisfaire les besoins à un horizon de 15 ans. L'évolution de ces besoins est connue grâce aux études approfondies de l'INSEE. En 2033, le nombre de Monégasques passera d'un peu plus de 9 300 à ce jour à environ 10 770. Au-delà des éléments statistiques, la volonté est de permettre à plus des 3/4 des foyers de disposer d'un appartement domanial, avec l'objectif de répondre à la totalité des besoins avérés. C'est la première fois que le souverain, son ministre d'État et le président du Conseil national prennent la parole ensemble sur ce sujet, un message fort pour les Monégasques. Ce plan pour le logement des Monégasques, plus en détail, comprend 3 volets complémentaires. Le premier volet reprend les opérations déjà entérinées avec le Conseil national au moment du budget primitif 2019, comme le Soleil du Midi, la surélévation des Jardins d'Apolline, le Testimonio 2 ou encore Grand Ida, soit un total de 712 appartements. Le deuxième volet du plan consiste en de nouvelles possibilités pour de futures opérations complémentaires, par exemple une opération dans le quartier de Monte-Carlo, le toit du futur centre commercial de Fontvieille ou encore l'Annonciade 2 sur le site de l'actuel collège Charles III. Le troisième volet de ce plan s'inspire des solutions trouvées pour reloger les foyers des Jardins d'Apolline. Plusieurs opérations de reconstruction de grande envergure verront le jour, comme par exemple le Bel Air et Herculis. En résumé, le plan global présenté prévoit donc au total 1831 appartements domaniaux en 15 ans. En moyenne, 122 appartements neufs par an seront livrés, soit une augmentation du parc domanial de près de 43%. Cette augmentation permettrait d'accueillir plus de 3/4 des foyers monégasques, contre moins des 2/3 à ce jour. Alors, est-ce que ce plan national logement, qualifié d'historique sur le fond, l'a aussi été également par la forme dans sa présentation ? Oui, absolument. C'est un moment historique à la fois sur le fond et sur la forme. Sur le fond, donc, nous avons tenu l'engagement que nous avons pris devant les Monégasques, qui nous ont demandé de faire du logement la priorité nationale absolue de notre mandature. Le plan national logement, annoncé par le Prince, marque la construction de 1800 logements dans les 15 prochaines années, soit plus d'une centaine de logements par an. C'est ce que nous avons toujours présenté comme étant nécessaire pour satisfaire les besoins légitimes en logement des foyers monégasques, mais sur la forme aussi, sur la forme qui a été choisie par le Prince pour la communication de cette importante décision politique. C'est la première fois que le prince souverain annonce une décision politique majeure en présence à la fois du chef de son gouvernement, mais aussi du président du Conseil national, assemblée élue par les Monégasques. Je crois que cela démontre bien que pour toutes les autorités de l'État et au plus haut niveau, le logement constitue bien, oui, la priorité nationale absolue partagée par tous. C'est un plan sur 15 ans. Est-ce que cela règle la situation du logement à court terme, car c'est bien aujourd'hui plusieurs centaines de familles qui attendent d'être logées ? Oui, il est vrai que nous avons trouvé une situation difficile à notre arrivée après les élections. Une forte tension existe entre l'offre et la demande. Près de 300 foyers en fait, monégasques n'ont pas pu voir leur demande satisfaite lors de la dernière commission d'attribution.
car en fait on paye là le laxisme du début de la mandature précédente. Pour autant, nous avons souhaité agir dans la mesure des possibilités tout de suite, et donc nous avons demandé et obtenu du gouvernement l'anticipation de la livraison de petites opérations. C'est sur des petites opérations de 15, 20, 25 logements qu'on peut accélérer les choses, et donc dès 2020, dès 2021, il y aura ce type de livraison. Et puis le Prince a décidé la surélévation de la résidence d'Apolline. Donc nous aurons 45 appartements supplémentaires. Certains vont être livrés dès cette année, dès 2019, et les autres l'année prochaine en 2020. Bon, pour autant, c'est vrai que c'est avec les grandes opérations décidées au début de notre mandat, c'est-à-dire Testimonio 2, Testimonio 2 bis et le Grand Ida. Tout ceci représentera plus de 700 logements neufs livrés d'ici 2022, et c'est vraiment cette année-là, dans 3 ans, donc en 2022, qu'on aura retrouvé ou trouvé une situation, on aura vraiment une situation idéale, c'est-à-dire que nous aurons autant de logements nécessaires que les besoins légitimes des Monégasques, et tous seront bien logés dans leur pays. Alors ceci concerne les familles monégasques, mais les enfants du pays, qu'est-il prévu pour eux ? J'ai toujours considéré que les enfants du pays, après les Monégasques, dont bien sûr nous nous sommes occupés en priorité, méritaient de pouvoir continuer à vivre dans leur pays de cœur. Ils partagent avec nous une communauté de destin, ce sont nos amis, ce sont parfois nos cousins, parfois les parrains de nos enfants, ou nous sommes nous-mêmes les parrains et les marraines de leurs enfants. Donc dès notre élection, nous avons voté une proposition de loi, c'était en juin 2018, qui prévoit la sauvegarde du secteur protégé d'habitation, c'est-à-dire que, et le gouvernement s'est engagé donc en décembre à reprendre cette proposition sous la forme d'un projet de loi. Donc il est tenu de le faire désormais, c'est ce que dit la Constitution, avant la fin de l'année 2019, donc avant la fin de cette année. Eh bien, ce futur projet de loi, il permettra de reconstruire dans les immeubles qui sont détruits du secteur protégé autant d'appartements à loyer modéré, neufs et de qualité, que d'appartements anciens qui auront été détruits. Ça va complètement changer la donne, puisqu'aujourd'hui, vous le savez, quand un immeuble ancien est détruit, c'est une tour à loyer libre, dont les loyers sont inaccessibles pour la grande majorité des enfants du pays, qui est construite. Donc tout ceci, c'est, je le souhaite, pour un vote rapide donc, dans les prochains mois. Et puis le plan national logement, certes, il est fait pour les Monégasques, mais plusieurs centaines de foyers monégasques sont aujourd'hui logés dans ces immeubles anciens, qui n'ont souvent pas de parking, pas d'ascenseur, et dont les loyers, certes modérés, mais sont quand même plus chers, parfois 2 fois plus chers que les loyers des immeubles domaniaux. Donc vous pensez bien qu'en 2022, quand les centaines de logements seront sur le marché du domanial, beaucoup de familles monégasques logées dans le protégé, par un effet de basculement, vont passer dans le domanial. Et donc, ce sera plusieurs centaines de loyers, d'appartements à loyer modéré du secteur protégé qui pourront être logés pour les enfants du pays. Donc je leur dis, tenez bon, les autorités monégasques pensent à vous et l'amélioration est pour demain. Au moment d'ouvrir cette session de printemps, et puis après un début assez énergique, où en est aujourd'hui le climat des relations entre le Conseil national et le gouvernement ? Oui, le début de notre mandat a donné lieu parfois à des échanges un peu contradictoires et animés entre le gouvernement et le Conseil national. C'est logique, l'ancien Conseil national était très divisé. Et il n'occupait pas toute la place qui est prévue pour le Conseil national dans nos institutions. Donc il faut bien le dire, certaines mauvaises habitudes avaient été prises par le gouvernement qui trop souvent considérait le Conseil national comme une chambre d'enregistrement. Donc il a fallu remettre le Conseil à sa juste place. On peut le dire après un peu plus d'une année maintenant de notre élection, nous y sommes parvenus. Désormais, le gouvernement considère le Conseil national comme un partenaire institutionnel. C'est une très bonne chose et c'est une très bonne nouvelle pour notre monarchie constitutionnelle et pour les Monégasques et les résidents. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'échanges contradictoires entre nous. C'est normal, c'est sain et c'est utile qu'entre un gouvernement choisi par le prince et un conseil national élu par les Monégasques, il y ait parfois des échanges contradictoires. Ce sont justement de ces échanges contradictoires que naissent les meilleures décisions pour le pays, les décisions les plus équilibrées. Je vous rappelle que l'article 66 de la Constitution est formel.
La loi résulte de l'accord des volontés du Prince et du Conseil national. Donc il est normal que le débat existe. Et puis il y a la loi la plus importante de l'année, la loi de budget, qui nous permet de donner un avis sur l'ensemble des politiques publiques financées par le budget. Donc le Conseil national a son mot à dire et peut peser aussi sur la politique de l'éducation, la politique économique, la politique sociale. C'est ce que nous avons bien l'intention de faire et vous verrez que nous aurons bien évidemment, dès les séances de ce printemps, de nouveau des échanges contradictoires, mais je le souhaite toujours dans le respect de chaque institution, dans le respect bien sûr des hommes et des femmes qui composent le gouvernement et le Conseil national, et puis dans le respect tout simplement du rôle de chacun. Ce mercredi, vous ouvrez donc la session de printemps, dont je rappelle que les séances publiques auront lieu les 17 et 19 juin. Alors après le budget, c'est une session purement législative. Quels sont les principaux projets de loi sur lesquels vous travaillez actuellement ? Oui, nous sommes effectivement rentrés dans une période d'intense travail législatif. Les élus sont en train d'étudier plus d'une dizaine, pour vous donner une idée, plus d'une dizaine de projets de loi ou de propositions de loi. Alors cette session, eh bien, elle va être consacrée principalement à des textes très importants sur le plan des évolutions de la société, des évolutions des questions sociétales. Comme je m'y étais engagé pendant la campagne électorale, nous allons étudier une proposition de loi concernant l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG. J'avais dit que ce n'était pas la bonne période pendant les campagnes électorales pour aborder des sujets aussi sensibles, car il faut le faire dans le respect des opinions de chacun, il faut le faire de manière la plus apaisée possible. C'est donc le moment, et je souhaite donc que le Conseil national vote une dépénalisation de l'IVG pour les femmes concernées. Je crois qu'il ne sert à rien de vouloir ajouter une peine infamante à une femme qui est déjà dans la détresse quand elle vit ce genre de situation. Et puis, il y a un projet de loi important aussi qui concerne le contrat de vie commune. Nous voulons que les couples qui s'aiment, quelle que soit leur orientation sexuelle, puissent voir leurs droits reconnus en principauté. Là aussi, c'est une évolution nécessaire de la loi par rapport à l'évolution des mentalités et de la société. Et il y aura des échanges contradictoires avec le gouvernement. Alors, le gouvernement, lui, veut mélanger à ces couples qui s'aiment des parents et des enfants, des frères et des sœurs. Nous pensons, nous, au Conseil national, que ces relations-là, familiales, sont réglées déjà par le Code civil, qu'elles n'ont pas à être mélangées avec les couples qui s'aiment. Donc nous amenderons le projet pour réellement s'occuper d'abord et avant tout et seulement des couples qui s'aiment, je le répète, quelle que soit leur orientation sexuelle. Il y a d'autres textes de société. Il y a l'ouverture des commerces le dimanche. Là aussi, vous verrez des échanges contradictoires entre nous. Le gouvernement a souhaité faire des zones différentes au sein de Monaco. Certaines permettraient autour de Monte-Carlo, pour acheter notamment des objets de luxe, d'avoir 25 dimanches ouverts. Et puis d'autres, sur les autres zones, pour acheter des légumes, ça serait 9 dimanches par an. Nous pensons au contraire qu'il faut laisser la liberté de choix. Là aussi, c'est une évolution évidente de la société. Le dimanche, on achète sur Internet. Le dimanche, on peut aller, si on le souhaite, évidemment, dans les centres commerciaux de Nice ou de l'Italie. Donc nous voulons évidemment que nos commerçants puissent bénéficier d'une égalité par rapport à la concurrence. Et notre réflexion, c'est la liberté. Que chacun choisisse librement. Le commerçant qui veut ouvrir doit pouvoir ouvrir, et pourquoi pas 52 dimanches s'il le souhaite par an. Le salarié, s'il le souhaite et seulement s'il le souhaite, sur la base du volontariat, doit pouvoir gagner mieux sa vie. Vous le savez, la loi prévoira de le payer 2 fois mieux le dimanche. Et le consommateur, eh bien, il doit pouvoir choisir, soit il va faire du sport, soit il passe du temps en famille, soit il peut aussi choisir d'aller consommer. Donc pour nous, la liberté ne se discute pas et on ne va pas dire 9, 25, telle zone ou pas telle zone. Pour nous, c'est sur tout le territoire et c'est pour tous les dimanches que les gens pourront choisir. Ça sera en tout cas le sens de nos amendements. Un dernier texte auquel on tient beaucoup, il est symbolique et nous sommes totalement unis entre le gouvernement et le Conseil national, c'est l'augmentation du congé maternité. Pour les femmes de ce pays, c'est formidable. C'est le moment, évidemment, n'est-ce pas, où on est le plus proche de son bébé et donc 2 semaines de plus, ça sera apprécié. Et le Conseil national aimerait aussi faire évoluer le congé paternité.
ce qui n'est pas prévu pour l'instant dans le texte du gouvernement, nous considérons que l'égalité homme-femme, ça passe aussi par la possibilité de donner au papa davantage de temps pour s'occuper de son bébé. Vous le disiez, des sujets qui font débat. Un autre sujet sensible, l'Europe. Concernant l'Europe, à entendre certaines déclarations, on pourrait croire que la négociation d'un éventuel accord d'association avance vite. Quelle est la position aujourd'hui du Conseil national? Eh bien, nous sommes dans le respect des engagements que nous avons pris devant les Monégasques. Ils nous ont demandé clairement, lors des dernières élections, de défendre une position ferme, vigilante, certes pragmatique, mais prudente par rapport à cette négociation. L'économie se porte très bien en principauté, notre modèle social est très envié et nous n'avons pas d'accord d'association avec l'Union européenne. Beaucoup de résidents et de Monégasques pensent même que c'est parce que nous sommes différents, parce que nous n'appliquons pas les mêmes normes en tout point que les autres pays et que tous les pays d'Europe, que nous sommes attractifs et que nous sommes si performants. Donc moi je constate qu'après 4 années de discussion, beaucoup de dossiers n'ont toujours pas été abordés. Je constate, puisque nous sommes tenus au courant par le gouvernement régulièrement, que certains dossiers abordés font apparaître des divergences profondes entre les intérêts de Monaco, la position des négociateurs monégasques et celle des négociateurs de Bruxelles. Alors vous savez, comme en matière de logement, nous sommes pragmatiques. Certains veulent faire des déclarations polémiques. Nous, on préfère, on l'a vu, construire des logements. Et en l'occurrence, sur l'Europe, eh bien, nous disons, nous verrons bien à la fin. Car en fait, on ne connaît pas l'issue de ces négociations. Alors nous verrons bien les concessions que l'Europe nous demandera, les avantages que nous pourrons tirer à la fin, quand nos négociateurs auront été au bout de ce qu'ils peuvent faire pour Monaco. Mais ce que je veux dire aux téléspectateurs qui nous écoutent, c'est que heureusement que la majorité du Conseil national est ferme, car c'est comme cela que nous défendons les intérêts de Monaco. C'est comme cela que nos négociateurs sont forts pour justement exiger et demander le maximum de concessions à l'Europe. Imaginez que nous aussi, comme certains, nous fassions des déclarations d'amour à l'Europe en disant « nous n'avons pas d'avenir, nous n'avons pas d'issue, nous n'avons pas de choix, d'autre choix que de signer un traité car il n'y a pas d'autre avenir que l'Europe ». Mais croyez-vous que ce serait conforter les positions des négociateurs monégasques? Bien au contraire, ça serait les affaiblir. Donc c'est notre position qui est la bonne, c'est notre position qui dit d'abord et avant tout la priorité, c'est Monaco, c'est l'identité de ce pays, ce sont les intérêts des Monégasques et des résidents que nous mettons au-dessus de tout. Eh bien, c'est comme cela que nous aiderons au mieux et que nous aidons au mieux le gouvernement princier. Monsieur le Président, vous avez reçu récemment les insignes d'officier de la Légion d'honneur par le Président du Sénat, Gérard Larcher. Au-delà du caractère symbolique, qu'est-ce que cela représente pour vous? C'était pour moi, bien sûr, un moment très émouvant devant ma famille, devant mes proches, devant mes amis. Je dois dire que je ressens aussi un sentiment de reconnaissance envers le président du Sénat français, M. Gérard Larcher. Il a un emploi du temps démentiel, il est le deuxième personnage de l'État français. Il m'a fait la grande estime, la grande amitié de se déplacer pour moi en principauté. J'y suis évidemment très, très sensible. Et puis au-delà de ma décoration, je crois que ce qui est important, c'est le symbole. C'est le symbole de l'amitié entre le Sénat français et le Conseil national monégasque. C'est au-delà aussi de nos assemblées le symbole de la communauté de destin, de l'amitié profonde, historique, essentielle entre la France et la Principauté de Monaco. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé cet entretien. Vous le disiez, le Président du Sénat a un emploi du temps chargé et lors de cette visite, il a également fait une visite au Conseil national. Retour en images sur cet événement. Samedi 17 mars, le président Stéphane Valéry a reçu, en présence d'élus et de son cabinet, Monsieur le Président du Sénat français, accompagné de Madame l'ambassadrice de France à Monaco, pour une réunion de travail. Le président Larcher était en principauté pour remettre les insignes d'officier de la Légion d'honneur au président Valéry. Dans un esprit d'écoute constructive, la rencontre a permis de balayer un certain nombre de dossiers d'actualité. Après une série d'échanges sur le rôle du Conseil national dans les institutions monégasques, ont été évoqués
la question d'un éventuel accord d'association avec l'Union européenne, la problématique du maintien en principauté d'une population stable d'enfants du pays, le ressenti en matière de qualité de vie des travailleurs à Monaco habitant la France. Cette rencontre a permis aux deux institutions de renforcer leurs liens et de confirmer la solidité de l'amitié interparlementaire franco-monégasque. Une prochaine réunion des groupes d'amitié France-Monaco du Sénat et du Conseil national doit se tenir à Monaco le 21 juin prochain. Notre rubrique « L'esprit des lois » concerne 3 textes actuellement examinés par le Conseil national. Écoutez à ce propos Marine Grisoul, Marie-Noëlle Gibelli et Pierre Van Claveren. Tout d'abord, ce texte est important car il offre une sécurité pour le patient. Prenons l'exemple d'une personne qui part en vacances à l'étranger. Si elle a besoin de se procurer son traitement, elle ne se retrouvera pas confrontée aux difficultés liées à la barrière de la langue et de ce fait ne se risque pas de se voir délivrer un médicament qui ne correspond pas à son traitement ou sa pathologie. Dans la mesure où la dénomination commune internationale abrégée en DCI du principe actif que contient un médicament est la même partout dans le monde, les risques d'erreur sont ainsi limités. Le recours à la dénomination permettra, grâce à l'identification précise, d'éviter des accidents de surdosage du fait de la prise de plusieurs médicaments comportant la même molécule et dont la dénomination commerciale serait différente. Elle permet également de mieux prendre en compte les allergies et les risques d'interaction médicamenteuse. Enfin, le recours à la DCI facilite de facto la délivrance de médicaments génériques permettant aux caisses sociales de réaliser des économies. Toutefois, nous avons conscience que la DCI alourdit la prescription, les noms des molécules étant complexes. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons que des mesures d'accompagnement, notamment d'aide à la prescription, soient proposées aux prescripteurs par le gouvernement. Avec Christophe Robineau, le président de la Commission des intérêts sociaux, mais aussi Franck Julien, président de la Commission pour le développement du numérique, nous réfléchissons à l'évolution des pratiques commerciales en lien avec la e-santé, comme par exemple permettre un meilleur suivi des patients via des dossiers communs ou des bases de dossiers partagées entre les professionnels du secteur médical. Il s'agit aujourd'hui de procéder à une mise à jour législative relative aux actes que peuvent pratiquer les sages-femmes, que ce soit en milieu hospitalier ou en libéral. Le plus important, c'est que ce texte va enfin permettre d'élargir les compétences que les sages-femmes pourront mettre en œuvre au quotidien en lien avec leur formation professionnelle. Elles pourront notamment effectuer des consultations de gynécologie préventive, un diagnostic et une surveillance de grossesse, ainsi qu'assurer le suivi de l'examen postnatal. Elles pourront aussi, par exemple, prescrire des substituts nicotiniques aux personnes qui vivent régulièrement dans l'entourage de la femme enceinte et de l'enfant jusqu'à la fin de la période postnatale. Au-delà de la pratique des accouchements et de la prescription de certains médicaments, c'est toute la reconnaissance du périmètre de leurs compétences qui va être assurée grâce au vote de ce projet de loi que nous allons voter lors de la session de printemps. C'est une avancée réelle, tant pour les patientes qui pourront faire appel aux sages-femmes pour un suivi dès lors qu'il n'y a pas de situation pathologique, que pour ces professionnels pour lesquels il s'agit d'une véritable reconnaissance de leur métier leur permettant d'exercer pleinement leur profession, que ce soit en milieu hospitalier ou en libéral. D'une part, on rattrape avec ce texte un certain décalage avec le droit du pays voisin, et d'autre part, on supprime l'inégalité dans la reconnaissance de ce métier entre celles et ceux qui le pratiquent en France et celles et ceux qui le pratiquent en principauté. Puisque, rappelons-le, ces derniers ont effectué les mêmes études et bénéficient donc du même diplôme et du même niveau de formation. En tant que rapporteur de ce texte, et étant moi-même sage-femme de formation, je suis particulièrement fière de cette adaptation législative et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour remercier toutes les personnes qui ont été consultées par la Commission des intérêts sociaux et des affaires diverses, présidée par mon ami Christophe Robineau, mes collègues
qui participent aux travaux, et bien sûr les permanents du Conseil national. Le congé maternité est primordial pour la santé de la mère. Il représente également le retour à la maison, les premiers pas en famille, l'intégration de l'enfant dans le foyer. C'est pourquoi nous souhaitons travailler aussi à l'allongement du congé paternité. Congé paternité supplémentaire que j'aurais volontiers pris, comme tous les nouveaux pères, j'en suis sûr, après la naissance de notre enfant, il y a tout juste un an. C'est une piste de réflexion qui permettrait un meilleur repos à la mère qui, elle-même, pourrait compter plus longtemps sur le soutien du père dans les nouvelles tâches parentales. À l'heure où l'on parle beaucoup d'égalité femmes-hommes, l'allongement du congé paternité protégerait davantage la carrière de la mère, lui permettant une meilleure récupération et de meilleures conditions de reprise de son activité professionnelle. Tout cela, bien sûr, sans oublier la relation père-enfant, qui, parfois, hélas, passe au second plan. Quoi de mieux pour apprendre à se connaître que de passer plus de temps ensemble durant les premières semaines de la vie? 2 évolutions concrètes. Ce texte va porter le congé de maternité de 16 à 18 semaines, tout en augmentant la possibilité du report de congé prénatal de 4 à 6 semaines. Pour conclure, le Conseil national n'oublie pas les fonctionnaires et a déjà prévu d'amender le projet de loi relatif à leur statut, en portant à 18 semaines le congé maternité, tout en augmentant significativement le congé paternité. Vous le voyez, tout ceci relève d'une politique globale cohérente en matière de congé maternité comme en matière de congé paternité à l'avenir. Retrouvez à présent la première partie des Tribunes Libres. Écoutez José Badia pour Primo et Jean-Louis Grinda pour Union Monégasque. Chers compatriotes, chers amis, vous le savez, tout comme moi, le processus de négociation d'un éventuel accord avec l'Union européenne a constitué un sujet majeur lors des dernières élections nationales. Et si vous avez largement choisi de soutenir notre approche, c'est qu'elle est prudente, vigilante et pragmatique vis-à-vis de l'UE. C'est cette confiance qui s'est traduite par une large majorité au Conseil national et qui nous conduit à rappeler aujourd'hui notre position, celle que vous, Monégasques, voulez très majoritairement que nous tenions. Chez Primo, notre ligne politique n'a pas bougé et nous restons fidèles aux engagements pris devant vous. Cette position de fermeté constitue d'ailleurs un atout important dans le cadre des discussions en cours. Et cela pour tenter d'obtenir de façon durable et non temporaire la préservation de nos spécificités. Ceux qui clament à tout va qu'il n'y a pas d'avenir pour Monaco sans l'Union européenne affaiblissent en réalité la position des négociateurs monégasques. Car aujourd'hui, sans traité d'association, notre modèle économique et social est une réussite à nul autre pareil. Nous n'avons donc aucune obligation et nous ne sommes pas pressés pour obtenir un éventuel accord. Si nous comprenons toutefois la démarche visant à obtenir un accord qui assurerait à Monaco un cadre institutionnel stable dans sa relation avec l'UE, pour autant, nous resterons toujours pragmatiques et nous attendrons donc l'issue des négociations pour dresser le bilan avant de prendre nos responsabilités dans le cadre d'un possible projet de loi de ratification. Car en effet, ne l'oubliez pas, notre Constitution confère au Conseil national le pouvoir de voter ou non un texte, et cela en fonction des avantages et des inconvénients qu'il pourrait représenter pour notre communauté nationale. Et l'actualité européenne, avec notamment l'épisode non résolu du Brexit, n'incite pas forcément à l'enthousiasme et démontre un manque de souplesse patent de la part de Bruxelles, ce dont il faut nous méfier. La majorité tiendra donc, dans ce domaine comme dans les autres, un discours de vérité et continuera de s'imposer un réel devoir de transparence. Mes chers compatriotes, après une médiatique passe d'armes avec les membres du gouvernement lors des séances budgétaires de décembre dernier, les élus Primo se félicitent aujourd'hui du plan national pour le logement présenté par le ministre d'État. Ce plan ambitieux prévoit en effet la construction de 1800 nouveaux logements à l'horizon 2033. Mais que fait-on pour ceux qui attendent dans l'immédiat? Pas de réponse. Il y a pourtant actuellement des logements domaniaux inoccupés. Les appartements des jardins d'Apolline n'étaient pas tous habités lorsqu'il a fallu les évacuer. Contrairement à Stéphane Valéry qui parle de brebis galeuses ou de tricheurs,
J'estime pour ma part que les monégasques qui ont un appartement domanial pour disposer d'une adresse administrative en principauté, mais qui habitent en France, en ont parfaitement le droit. Néanmoins, pour tous ceux qui attendent, parfois dans l'urgence, il faut trouver des solutions juridiques pour rendre disponibles ces logements inoccupés. Leur nombre exact doit être établi par le gouvernement. Le ministre d'État dit impossible le recensement en plaidant les risques, selon ses propres termes, d'une monarchie policière. Ne caricaturons pas un tel sujet. C'est d'ailleurs aux élus du Conseil national de s'en emparer. Si je suis le seul à le faire au sein de l'hémicycle, je l'assumerai. Il en va de l'intérêt supérieur des Monégasques. Passons maintenant à la seconde partie des Tribunes libres. Écoutons à ce propos Jacques Ritt pour Horizon Monaco et Karen Aliprandi de Carvalho pour Primo. C'est une évidence qui découle de l'arithmétique électorale. La micro-minorité à laquelle j'appartiens n'a aucune chance de voir un jour son point de vue émerger du débat institutionnel. Fort heureusement, les programmes électoraux des différentes formations politiques présentent tant de similitudes qu'il est bien souvent possible pour un élu minoritaire de contribuer à défendre certaines grandes causes aux côtés des élus de la majorité sans trahir aucunement le mandat de ses électeurs. Le logement des Monégasques en est le meilleur exemple. Et il faut reconnaître que ces derniers mois, le sujet du logement a connu une véritable révolution avec la présentation par le gouvernement d'un plan national pour le logement qui vient consacrer le droit pour tous les nationaux d'habiter dans leur propre pays. Et c'est indiscutablement ce plan qui fut, pour les élus, une incitation forte au vote à l'unanimité du budget primitif 2019. Ce fait rarissime offre un bel exemple du rôle que peut jouer une minorité en apportant la force symbolique de l'unanimité à un tel vote. Mais une telle conjoncture ne peut se voir que si les volontés du gouvernement et du Conseil national sont en parfait accord dans l'esprit de l'article 66 de notre Constitution. Cet état de grâce institutionnelle pourra se reproduire dans le futur si, et seulement si, le gouvernement respecte à l'égard du Conseil national l'incontournable principe de la concertation d'amont, véritable sésame d'une gouvernance fructueuse pour la principauté. Les 4 prochaines années de la présente législature nous diront si ce principe appartient désormais aux acquis. Chers compatriotes, avec l'annonce du Grand Plan national pour le logement des Monégasques, c'est la priorité absolue que Primo a soumise à votre vote il y a un peu plus d'1 an, qui a été entendue. En effet, lors d'une conférence de presse historique, le prince souverain a annoncé en présence du ministre d'État et de Stéphane Valéry la construction de 1800 logements sur 15 ans pour répondre aux besoins légitimes en logement de nos compatriotes. Le gouvernement, après plusieurs mois de débats parfois très contradictoires, a finalement rejoint la position de Primo sur l'évaluation des besoins et sur la situation de tension très forte concernant le manque de logement. Nous savons tous que c'est au début du mandat précédent qu'il fallait agir pour ne pas se retrouver dans cette situation aujourd'hui et que rien n'a été fait ou si peu. Et puis, il y a ceux qui disent aujourd'hui que nous devrions relativiser la notion de pénurie sous prétexte qu'il y aurait des appartements vides. Mais à part jeter la suspicion sur toute notre communauté et rechercher sans cesse le buzz médiatique, ils ne proposent rien. Avant de faire des déclarations théâtrales, il faut penser aux conséquences de ces propos. Souvenez-vous que ce sont les mêmes qui proposaient lors de la campagne électorale de raser le stade Louis II pour construire des logements domaniaux en masse. Eh bien, chez Primo, nous sommes pragmatiques. Nous préférons les actes aux postures politiciennes. Nous préférons les mesures concrètes aux effets de manche. C'est pour cette raison que vous nous avez fait confiance et c'est pour tous les Monégasques dont la situation le justifie seront bien logés dans leur pays avant la fin de votre mandat. Le Conseil national s'est associé à la Journée internationale des droits de la femme qui avait pour thème cette année l'égalité dans le travail. Retour en images sur cet événement.
L'égalité homme-femme est un problème sociétal et il n'y a pas de raison de penser que Monaco y échappe. D'un point de vue juridique, l'essentiel a été fait à Monaco pour le travail. Dans les faits, en revanche, les décalages entre les hommes et les femmes sont encore beaucoup trop importants. Toutes les études qui ont été faites ailleurs qu'à Monaco montrent qu'il y a des inégalités de salaire. Le Conseil national s'est associé à la Journée internationale des femmes, mise en place par l'Organisation des Nations Unies depuis 1977. Accueillis par le président Valéry et Nathalie Amourati-Blanc, présidente de la Commission des droits de la femme et de la famille, près de 200 personnes, dont une grande majorité de femmes, dont la position ou l'engagement font référence à Monaco, ont participé à l'événement dans le grand hémicycle. Le thème de cette journée, l'égalité au travail. Je suis d'un naturel positif, alors je pense très sincèrement que la prise de conscience est là et qu'elle produit ses premiers effets concrets. Beaucoup de paramètres contribuent à l'accélération de cette prise de conscience. Alors soyez certaines que le Conseil national s'engagera dans tous les secteurs de ses missions pour que demain, nous puissions louer vos qualités sans même nous interroger sur le fait que vous êtes des femmes. Alors je voudrais d'ailleurs imaginer justement à l'unisson de Françoise Giroud, je la cite, que la femme sera vraiment l'égale de l'homme le jour où, à un poste important, on désignera une femme incompétente. Eh bien, mesdames, eh bien, sur ce point, au moins pour l'instant, vous êtes d'accord avec moi, c'est pas le cas. Les femmes qui ont de hautes responsabilités, elles sont toutes très compétentes. Voilà, merci pour votre présence. Cette émission Outre-Anouilh touche à sa fin. Retrouvez mercredi dès 18h30 la séance publique d'ouverture consacrée à la première session ordinaire de l'année 2019, appelée également session de printemps. À très bientôt sur Monaco Info.